Êtes-vous fier d'être français? Eh ben en 2024, 3/4 de la population a répondu oui. Et le sentiment pour une nation, c'est pas un détail, il y a des millions de gens qui se sont battus et sont morts pour elle. Aujourd'hui, exhiber son amour pour la France, ça peut vite être connoté, et les soupçons en xénophobie ne sont jamais très loin. Donc ça nous pousse à nous interroger sur ce qu'on met derrière une nationalité et ce qu'on fait de l'héritage d'un pays. Pour ça, on va voir dans un premier temps ce qu'est la nation et le nationalisme, et ensuite on va se demander si aimer son pays et le revendiquer, c'est mal. Faut être fier d'être français et j'ai envie que les jeunes aussi disent voilà, vive la France, vive la République, il faut être fier d'être français. C'est particulier quand même. Non mais t'imagines, toi, t'es tranquille à la piscine municipale de Vitry-sur-Seine et d'un coup tout le monde se met à gueuler « France! France !» Je veux dire, putain, c'est quoi cette piscine de fachos là-haut? Mais je peux te dire que tu vois, peut-être qu'on n'est pas tout à fait tout le temps d'accord avec ce qui se passe dans notre pays, mais c'est notre pays, tu vois. Je ne me suis jamais considéré comme français. Je suis pas certain que j'aime tellement la France. Je trouve que c'est un pays qui vit au 19e siècle. J'aime pas son gouvernement. Et au fond, l'idée de nation, l'idée d'être français, d'être défini comme français, c'est une chose qui m'agace beaucoup. Le nationalisme, c'est une idéologie qui vient de la Révolution française. Avant cet événement, les gens c'était des sujets du roi. Il n'y avait pas d'identification à une nation ou une unité du peuple. Donc dans ses principes originels, le nationalisme c'est un mouvement de liberté, qui est contre la monarchie, qui est démocratique, et c'est de là que découle la Déclaration des droits de l'homme. Fini les privilèges, les citoyens deviennent égaux en droit, et la souveraineté est incarnée par le peuple. On peut considérer qu'à la base, c'est une idéologie qui vient de la gauche et qui est révolutionnaire. Évidemment, entendre ça aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre, puisque depuis, ça a beaucoup bougé et évolué. Mais déjà, accordons-nous sur ce qu'est une nation. La nation, comme on l'entend communément, c'est un groupe humain, qu'on peut appeler peuple, qui a conscience de former une unité autour d'une langue, une culture et ou un territoire commun. Ça peut paraître un peu flou comme définition, mais justement c'est le cas. Il n'y a pas de définition précise de ce qu'est une nation. Et en général, c'est utilisé comme synonyme d'État, parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on considère que chaque nation doit pouvoir se constituer un État propre et souverain. Mais il y a un point important à soulever, c'est que la nation ne va pas de soi. C'est pas quelque chose qui est naturel et qui a toujours existé. On l'a dit, c'est un concept qui naît en France avec la Révolution, donc à l'échelle de l'histoire, c'est assez récent. Pourtant, dans notre imaginaire collectif, les nations, elles naissent dans un passé immémorial. Donc il y a un paradoxe entre sa modernité objective et sa perception subjective. La nation, faut la comprendre comme une création, une construction, et l'historien Benedict Anderson, il va même la définir comme ça. La nation est une communauté politique imaginaire et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine. Si chaque nation est une création et relève d'une imagination, c'est assez logique que le nationalisme évolue et puisse être si discuté. Pour être clair, deux nationalismes peuvent être totalement antagonistes et prôner des valeurs opposées. En définitive, il y a autant de nationalisme que de territoires et de périodes historiques. Malgré tout, il y a quand même deux grands courants structurants qu'on peut identifier. Le premier, c'est celui qu'on retrouve en Europe ou globalement dans les pays qui ont été des grandes puissances. Ce nationalisme est conservateur et d'exclusion, c'est-à-dire qu'il s'attache à une identité fermée et figée, souvent nostalgique et fantasmée du passé. On y retrouve des valeurs dominatrices et il considère sa nation comme supérieure, soit par la biologie, soit par la culture. Pour faire simple, on ne fait pas de distinction entre l'immigration légale et illégale, très honnêtement. Nous, on fait une distinction entre l'immigration européenne et extra-européenne, où effectivement, pour nous déjà, un Français, c'est un Européen de langue et de culture française, c'est-à-dire que, par exemple, on ne mettra pas sur le même plan l'assimilation d'un Italien, d'un Allemand, d'un Belge qui veut devenir Français, qu'un Camerounais ou un Marocain. Il a également un attachement au lien du sang et à une supposée origine ethnique commune. En gros, un nationaliste de ce type, si je prends le cas de la France, il va considérer qu'un expat ou un enfant d'origine française qui vit à l'étranger est plus légitime à faire partie de la nation qu'un immigré naturalisé ou un enfant né sur le sol français mais de parents étrangers. En Europe, les expressions les plus extrêmes historiquement de ce courant, c'est le fascisme et le nazisme. L'autre grande branche du nationalisme, c'est celui des pays colonisés ou dominés. Là, on se rapproche bien plus des valeurs de la Révolution française, parce qu'il se présente comme un mouvement de libération et d'émancipation. Ici, la nation, il faut la comprendre comme un processus en construction, et à laquelle il faut garantir une indépendance et une souveraineté réelles. Donc il est plus inclusif, et dans ce modèle font partie de la nation ceux qui vivent dans le pays, participent au fonctionnement de la société et s'identifient aux normes et valeurs de celle-ci. La nationalité est dans ce cas-là plutôt liée au droit du sol, et les processus de naturalisation sont plus ouverts.
Si je dois donner 2 exemples de ce type de nationalisme, disons émancipateur, on peut penser à Thomas Sankara au Burkina Faso. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister. Il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Ou encore aux Vietnamiens qui ont expulsé la France puis les États-Unis pour devenir souverains et indépendants. Les Français nous ont transmis cette notion de patriotisme. Il y avait une grande hypocrisie. La France, le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne respectait pas du tout ces grands idéaux au Vietnam. Et c'est cette contradiction qui a ouvert les yeux à une grande partie de la jeunesse vietnamienne. Je tiens à préciser que les 2 courants que je viens de présenter, tant le nationalisme conservateur comme le nationalisme émancipateur, c'est ce qu'on appelle des idéotypes. Évidemment que tous les nationalismes à travers le monde et l'histoire ne rentrent pas parfaitement dans une case ou dans l'autre. Et c'est pas non plus une question de gentil versus méchant. Si je prends par exemple le nationalisme plus décolonial, anti-impérialiste et qui vise à la liberté des peuples, instinctivement il nous paraît facilement logique et légitime. Mais dans la réalité, dans certains cas, ces valeurs positives et humanistes, elles sont utilisées par des régimes pour justifier des pouvoirs autoritaires, voire directement des dictatures. Donc il faut comprendre ces branches du nationalisme comme un outil pour mieux appréhender et analyser ces phénomènes et ces évolutions. Rien de plus. Et c'est pour ça que maintenant on va voir plus précisément le cas de la France et se demander si aimer son pays, arborer ses symboles, etc. c'est un truc de raciste et de facho ou pas du tout. Mais déjà c'est intéressant de se demander c'est quoi cette fameuse nation française? Est-ce que c'est un territoire, mais alors lequel? Celui de l'Empire, l'Hexagone, les frontières actuelles? Ou des valeurs? Liberté, égalité, fraternité. Mais alors ça voudrait dire que la France n'existait pas avant la Révolution. Sinon une langue, pourtant l'uniformisation du français dans la société est relativement récente. La question de la langue, elle est absolument fascinante, puisque en France, en 1864, 1/3 de la population ne parle pas le français. Dans le Gers, c'est 90% de la population qui ne parle pas la langue, et même chose pour la Bretagne. Donc cet apprentissage du français, c'est fait par petites touches. Bref, c'est impossible de la définir comme un objet immuable et constant à travers l'histoire. Ça bouge, ça se modifie, donc c'est pour ça qu'on parle de création. On choisit ce qu'on met dans le récit national. Et dans la même lignée, c'est tout aussi difficile de définir ce qu'est un français historiquement. En fin de compte, la seule chose concrète qui permet d'avoir une base commune pour la société, c'est la loi. Donc la France, on peut la résumer à son état, et la nationalité française à la carte d'identité. Tout le reste s'arrête à la porte des questions morales, philosophiques ou des débats historiques. Pour autant, se sentir français et aimer son pays, c'est pas un délire non plus. C'est humain de chercher une appartenance à un groupe social, que ce soit une équipe de foot, une mouvance politique, un corps de métier ou une nation. Donc est-ce que revendiquer sa fierté d'être français et brandir les symboles nationaux, c'est problématique? A priori, non. Ce que j'appellerais le nationalisme banal ou ordinaire, je pense notamment aux Jeux Olympiques, aux différentes équipes de France, ou encore si je dis que la France fait les meilleurs fromages et pâtisseries du monde, c'est factuel. Qui va dire l'inverse? C'est du nationalisme, mais avec des valeurs saines et qui sous-entendent pas d'être supérieur biologiquement ou de culture. Donc ça n'a rien à voir avec l'utilisation des symboles comme un outil identitaire qui représenterait une nation supposément blanche et catholique. Il y a, dans les questions d'appartenance nationale, potentiellement, si ce n'est des vertus, au moins des déficits qui sont bénins. Enfin, c'est assez bénin. On peut tout à fait, encore une fois, se peinturer le visage et chanter « Vive la France » pendant 2 heures. Ça ne fait pas de vous des suppôts de Marine Le Pen. Ça dépend des circonstances, c'est toujours pareil. Encore une fois, quand vous êtes un chercheur en sciences sociales, le contexte compte énormément. Ce qui est vrai, c'est qu'encore une fois, on a tous en nous une graine qu'on peut activer. Cette graine, elle peut être activée de manière extrêmement périlleuse pour le destin collectif. Mais quand je disais tout à l'heure, en début de cette émission, qu'il y a un point commun entre ceux qui défendent le terroir de manière la France où il fait bon vivre, disait Pierre Nora, et ceux qui défendent la terre qui ne ment pas, les héritiers du maurassisme, ils ont un point commun. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a en chacun de nous un Charles Maurras qui s'ignore. Ça veut dire qu'on peut tout à fait défendre, je sais pas moi, le vin de son coin ou la cuisine locale et avoir du plaisir à se sentir appartenir sans pour autant, encore une fois, passer à l'étape supérieure qui est celle du conflit avec les autres. Il n'y a pas non plus de fierté qui serait universelle, c'est-à-dire soit t'es fier de toute l'histoire de France depuis l'Antiquité, soit t'es un traître.
Être fier d'être français, ça n'a pas la même connotation en fonction du contexte. Dans une discussion sur Pétain ou la colonisation, c'est pas exactement la même chose que le dire après les attentats de 2015-2016 comme un symbole de liberté d'expression ou en parlant des résistants des années 40. Le symbole qui cristallise le plus les passions, c'est le drapeau. Et c'est un parfait exemple de l'importance qu'on donne au contexte et aux différentes interprétations qu'on peut en faire. Sortir le drapeau français pendant une Coupe du Monde comme en 98 avec le fameux slogan de la France black blanc beurre, c'est en totale opposition avec ce qu'ont pu faire les ultra-lyonnais, réputés pour être d'extrême droite, qui brandissent le drapeau accompagné de saluts nazis et de cris de singe face aux supporters marseillais en octobre 2023. Dans les deux cas, on pourrait dire qu'ils sortent le drapeau français dans le cadre d'un match de foot. Mais la symbolique qu'il incarne, elle change radicalement. Le premier est synonyme d'unité et de communion, là où le deuxième est purement une action raciste. Si le drapeau est tant clivant, c'est en partie parce que politiquement il est très marqué à droite et à l'extrême droite. Ces deux secteurs ont clairement investi cette symbolique depuis plusieurs décennies, là où la gauche l'a un petit peu abandonné. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que depuis mai 68, il a été jugé comme ringard et conservateur. Notamment parce que certains jugent qu'il est taché par son utilisation pendant Vichy et la guerre d'Algérie. Mais aussi parce que la gauche défend des valeurs universelles, humanistes, et qui en théorie dépassent les frontières de la France. Donc non pas que le drapeau soit en contradiction avec ça, mais il est vu comme secondaire. Est-ce que c'est une erreur stratégique et c'est un symbole qui devrait être réinvesti par tous les partis politiques ? Je sais pas. Bon, on l'a vu, derrière la nation et le nationalisme, on peut y mettre tout et son contraire. Donc il est du devoir de chacun de ne pas se cacher derrière une fausse naïveté et d'être attentif au contexte. Brandir le drapeau ou dire qu'on aime la France, c'est pas en soi raciste ou xénophobe. Mais ça peut l'être dans certains cas. Et le nier ou faire l'autruche, ça relève souvent d'une mauvaise foi et de l'hypocrisie. A l'inverse, on peut également critiquer certaines périodes historiques et politiques de la France sans être un traître à la nation, reconnaître ses torts de manière générale d'ailleurs, que ce soit entre amis, en famille ou en l'occurrence à l'échelle d'un pays, c'est beaucoup plus une marque de grandeur que de lâcheté, bien que ça puisse être difficile certaines fois. L'histoire de la France est assez profonde, complexe et souvent contradictoire pour pouvoir orienter le récit national. Donc à nous maintenant de choisir et d'assumer les chapitres qui doivent le composer.